à tous, merci d'être présents. Nous allons tout de suite passer au plan de notre présentation. Nous allons commencer par l'hypothèse et par les différentes étapes qui nous ont amenés à la reformuler. Nous passerons ensuite à la méthodologie et à l'explication des différents concepts. Nous passons ensuite à l'interprétation des résultats et nous terminerons par une petite conclusion. Nous avions donc décidé de travailler sur l'hypothèse de Perrine de Blocher qui est la suivante. Les mobilités restreintes contribuent à des représentations du futur et des devenirs possibles moins larges. D'emblée, le concept de mobilité, comme nous venons d'en parler, nous a semblé un concept particulièrement problématique, ce pour les raisons que je vais exposer. Tout d'abord, nous avons tout de suite été assez sceptiques par rapport à l'interprétation de l'hypothèse qu'on pouvait faire de Perrine, qui finalement consiste à dire que le fait d'avoir les capacités de se déplacer permet de concevoir des possibilités d'avenir plus émancipées que ceux qui ne bénéficient pas d'une telle mobilité. Et donc, il nous a semblé un peu bizarre de considérer la mobilité comme quelque chose autonome, quelque chose en soi. D'autre part, quand nous avons fait un peu l'état de la littérature sur la mobilité, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu un flou conceptuel autour de la mobilité, mais nous avons dégagé deux types de façons de l'aborder. La première est une mobilité matérielle, une mobilité qu'on mesurerait de manière technique, comme en géographe, où on prendrait tous les déplacements d'une famille d'un point A à un point B, en considérant le kilométrage, l'intensité, la durée, etc. Mais d'une part, ceci, on ne pouvait pas vraiment le mesurer, on trouve, dans les entretiens, et d'autre part, on n'a pas trouvé ça très pertinent. Ce qui nous semblait plus pertinent, c'était d'utiliser la mobilité d'un point de vue culturel, et donc nous intéresser aux logiques sous-jacentes des déplacements. Par exemple, on peut dire que tous les Bruxellois vont dans le centre-ville, mais entre aller au Quick et aller au restaurant 5 étoiles, on est vraiment dans des autres registres. Mais malheureusement, encore cette fois-ci, nous n'avons pas pu tester cette mobilité culturelle faute d'informations plus précises sur les lieux consacrés. Du coup, nous avons rejeté le concept de mobilité comme concept explicatif et nous l'avons remplacé par un autre concept qu'on avait trouvé saillant dans la littérature sur la sociologie de l'éducation, qui est le niveau d'instruction des parents. Notre nouvelle hypothèse est donc celle-ci. Il existerait un lien entre le niveau d'instruction des parents et les aspirations que ceux-ci expriment quant au devenir de leurs enfants. Nous définissons tout de suite, voilà, donc niveau d'instruction est notre variable indépendante et les aspirations la variable dépendante. Nous définissons tout de suite le niveau d'instruction. Nous entendons par niveau d'instruction le dernier diplôme obtenu par les parents. Donc nous sommes focalisés sur la dimension institutionnelle du capital culturel bourdieusien, ce pour des raisons aussi de données. Et donc nous avons gardé les entretiens lorsqu'il était possible de déduire le niveau d'instruction par rapport à la profession. Donc par exemple, un ingénieur civil, pour nous c'est clair qu'il a au minimum un diplôme universitaire. Nous avons gardé les entretiens lorsque nous avions l'information sur seulement un des deux diplômes des parents. Et nous avons gardé le niveau de diplôme le plus élevé lorsque nous avions l'information sur le niveau d'instruction des deux parents. Voici un exemple de la manière dont nous avons donc procédé méthodiquement. Nous avons notre diagramme avec le concept de niveau d'instruction. Nous avions créé 5 composantes, diplôme universitaire, haute école, secondaire, primaire et sans diplôme aucun. Et les codages que nous y avons associés pendant... voilà. Donc ensuite notre deuxième variable, qui est donc la variable dépendante qui va être expliquée, est le concept d'aspiration qu'on a pu définir comme un idéal en fait, vers lequel on tendait en fait, les parents concernant le devenir de leur enfant. On en a dégagé 2 dimensions fondamentales à ce concept. Premièrement, une formulation en termes de diplôme à obtenir. Je veux que mon enfant fasse des études universitaires ou simplement qu'il finisse au secondaire. Et ensuite, des finalités, justifications qui sont associées à ce diplôme, qui sont en quelque sorte des arguments, qui sont résumés dans ce tableau. Donc ici, on a les 2 composants du concept, l'expression des devenirs et puis la finalité. Donc il y a 5 possibilités en fait, de diplômes que les parents pouvaient exprimer. Par exemple, je voudrais que mon fils fasse des études universitaires ou n'ait aucun diplôme ou un diplôme primaire. Et ils pouvaient en fait exprimer des justifications telles que par exemple l'efficience ou l'épanouissement qui serait « je veux que mon fils ait un diplôme universitaire pour qu'il se sente bien, qu'il soit autonome dans la vie ou ce genre de choses ». Donc il avait des combinaisons possibles. Ce qui s'est passé, c'est que rapidement, quand on a fait l'analyse de nos résultats, on n'a pas remarqué de tendance en fait claire entre les 2 variables. Donc on n'a pas constaté que la variable du niveau d'instruction des parents expliquait clairement les aspirations, parce que notamment en fait, on a retrouvé chez tous les niveaux d'instruction une volonté des parents de voir leurs enfants poursuivre des études et notamment universitaires. Malgré cela, nous avons quand même tenté de construire des idéotypes pour essayer quand même de rassembler l'information. Nous en avons élaboré 5.
Je peux en expliquer deux par exemple. Donc, le premier, qu'on a joliment appelé la reproduction heureuse, concerne les parents ayant un diplôme universitaire et qui souhaitent pour leurs enfants de longues études et qui expriment des valeurs liées à l'épanouissement, à tout ce que le savoir peut apporter comme bien-être pour l'enfant. Et si je prends par exemple le quatrième, qui est l'ascension aveugle, il concerne les parents qui ont des diplômes de secondaire ou de primaire et qui apparemment ne laissent en libre choix quant à la carrière scolaire de leurs enfants, mais qui néanmoins souhaitent une ascension sociale par rapport à leur statut social à eux. Alors, évidemment, on a essayé de comprendre pourquoi notre hypothèse n'avait pas marché, pourquoi il n'y aurait-il pas de lien entre le niveau d'instruction des parents et les aspirations. Nous avons tenté d'abord de comprendre cela en ayant recours à la littérature et en donc faisant des critiques sociologiques. Grosso modo, nous avons fait 3 types de critiques sociologiques. La première est liée finalement aux structures sociales et à la restructuration du marché. Ça consiste à dire finalement que les parents, quel que soit le niveau d'instruction, ont assez conscience de la difficulté d'insertion sur le marché pour leurs enfants. Et donc, ils ont tous conscience que les armes d'une économie de la connaissance, c'est d'avoir le diplôme le plus élevé. Une deuxième critique serait le fait qu'il y aurait des influences multiples, donc des influences qui viennent changer les représentations à l'intérieur du carcan familial. Et une troisième critique finalement qui est assez simple, qui est de dire que suite à une démocratisation de l'enseignement, on peut concevoir qu'il y ait aussi une démocratisation des aspirations, ce qui nous amène à dire que, voilà, que toutes les familles pensent à faire de longues études. Donc pour bien essayer en fait de comprendre pourquoi il n'y a pas de lien en fait entre nos deux variables aussi, on a essayé de comprendre pourquoi en fait on s'est retrouvé face à des résultats qui nous indiquaient que toutes les familles en fait voulaient que leur enfant ait des études universitaires. La première critique qu'on pourrait faire en fait d'ordre méthodologique à l'utilisation de notre hypothèse est qu'on a retrouvé en fait dans la littérature beaucoup plus par exemple le concept de réussite que le concept forcément d'aspiration. Et comme on sait, bon, le concept de réussite donc, est un concept qui ne peut que se personnaliser donc a posteriori, donc on arrive à attendre que les gens finissent donc leur réto pour voir qui avait échoué ou non, donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur le concept d'aspiration qui est un concept a priori, on pouvait leur demander. Ensuite, un deuxième problème concernait la qualité en fait des entretiens eux-mêmes en ce qui concerne notre problématique. On s'est rendu compte qu'on a dû inférer énormément de choses à partir de mots-clés en fait. On a senti qu'on n'a pas pu réellement voir le fond de la pensée de ce qu'exprimaient les gens. En fait, on est resté réellement à la surface en fait, un peu de la conversation. Et en fait, ce qui transforme le lien entre des gens qui ont un certain niveau d'instruction et ce que les gens se permettent en fait d'exprimer devant nous ou pas, au niveau en termes de diplôme et puis d'expression des justifications. Une deuxième critique donc méthodologique est aussi le fait qu'on avait conçu pour bien pouvoir utiliser notre hypothèse un modèle systémique avec différentes variables qu'on a dû réduire en fait à un modèle causal qu'une variable finalement devait en expliquer une autre, alors que dans notre modèle les choses étaient un tout petit peu plus complexes. La troisième était en fait ce qu'on a appelé un biais d'échantillonnage, parce que dans notre hypothèse qu'on a voulu tester dans la littérature, donc on a bien retrouvé que les inégalités donc, sociales se transmuent en inégalités scolaires, ce qui en fait on peut remarquer ces inégalités donc, sociales à travers des carrières en fait quelque peu déviantes en fait de certains jeunes. Et ce qui se passe, c'est que de tous les parents et de tous les jeunes qu'on a interviewés, donc c'est des gens qui sont en 5e, 6e réto, donc qui finalement soit sont passés entre les mailles du filet ou soit viennent déjà de niveau d'instruction en fait élevé, et finalement pour eux c'est normal, donc on ne remarque pas vraiment les inégalités en fait sociales. Donc il y a déjà eu une sélection face à l'échantillon qu'on avait, et ça aussi on l'a remarqué notamment quand on a fait un peu le listing des niveaux d'instruction, qu'on s'est remarqué que quand même la tendance générale était que les niveaux des parents étaient quand même un niveau d'instruction relativement élevé. Pour conclure, ce qui nous pose certains types de problèmes, c'est qu'on pensait que notre hypothèse allait peut-être mettre à mal celle de Perrine. On vient d'expliciter pourquoi notre hypothèse, en fait, elle n'a pas marché, en fait, pourquoi on n'a pas pu réellement l'utiliser correctement. Donc en fait, on ne sait pas si elle est vraie et si elle est fausse. Donc finalement, vis-à-vis de celle de Perrine aussi, on ne sait pas si elle est vraie, si elle est fausse, ou si tous les deux sont fausses. Non, pas si tous les deux sont vrais, mais si tous les deux sont fausses en tout cas. Donc finalement, en conclusion, on ne sait pas si c'est donc les mobilités au niveau d'instruction qui restreignent les futurs. Donc à la fin, on se retrouve un peu... Bon, toi. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander au groupe 2 de venir nous rejoindre. Sur de nos aspirations.